Bonjour, je suis Jean-Yves Lehezé, cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Et on va dérouler un programme qui est consacré aux anticoagulants oraux directs et aux situations à risque hémorragique. Chacun sait que le nombre de patients anticoagulés en France est élevé, que parmi ces patients anticoagulés, beaucoup sont maintenant anticoagulés par ce qu'on appelle maintenant les anticoagulants oraux directs. Donc ça pose un certain nombre de problèmes qu'il convient de discuter. Et on va le faire avec 4 collègues, un spécialiste de l'hémostase qui va nous fixer le paysage, le panorama. On aura une discussion avec un neurologue, la gestion de ces patients qui font un accident ou qu'il faut mettre sous anticoagulants oraux directs. On verra aussi avec un gastro-entérologue, puisque c'est souvent lors de problèmes de coloscopie, par exemple, que le problème de la gestion de ces médicaments peut se poser. Et enfin, avec un anesthésiste réanimateur pour discuter des problèmes de chirurgie, qu'elles soient programmées ou en urgence. Je suis avec Ismaël El Alami, professeur d'hématologie, spécialiste de l'hémostase à l'hôpital Thonon à Paris. On va donc commencer en discutant d'hémostase. Beaucoup de gens savent la différence entre un antivitamine K et un anticoagulant oral direct, mais c'est peut-être bien de remettre le paysage en place. Quelle est la vraie différence ? Oui, effectivement, Jean-Yves, vous avez raison. Quand on parle d'hémostase, il faut donc comprendre qu'il s'agit d'un phénomène complexe dont le but est de réparer une brèche vasculaire et de limiter la fuite hémorragique. Et ce phénomène est un phénomène qui est complexe car il va faire appel à des acteurs cellulaires et des acteurs plasmatiques, ayant pour but de générer cette thrombine, enzyme clé, qui va transformer donc la fibrine en véritable maille de filet pour enserrer le caillot. Et les anticoagulants classiques sont des anticoagulants qui, par définition, sont indirects, puisqu'on voit que les antivitamines K réduisent la synthèse des facteurs de la coagulation et donc limitent cette génération de thrombine. Par opposition aux AOD, anticoagulants oraux directs, qui donc, eux, ont une action directe, spécifique, vis-à-vis d'acteurs clés de cette génération de thrombine, en l'occurrence le facteur 10 pour les anti-DISA et le facteur 2, la thrombine, pour le dabigatran antithrombine. D'accord, donc on voit bien la différence. On les appelle directs parce qu'ils ont une cible sur laquelle ils ajustent directement et non pas à différents niveaux de la cascade. Ok, alors après, si on parle de saignement, alors les deux font saigner, la définition d'un anticoagulant, c'est qu'il fait saigner. Quid des mécanismes respectifs ? C'est encore une fois une question importante parce qu'aujourd'hui, donc, ces anticoagulants sont naturellement donc facilitateurs d'hémorragie. Or, cette hémorragie, elle n'est pas uniquement liée à l'anticoagulant. Il faut avoir une vision en 3 dimensions. Elle est liée à un terrain avec ses comorbidités, elle est liée à une lésion vasculaire, liée à un traumatisme, un geste opératoire par exemple, et bien sûr, un facteur acquis qui est ce perturbateur de l'hémostase, qui peut être un anticoagulant, qui peut être également un antiplaquettaire, ou éventuellement même donc, un anti-inflammatoire. Donc aujourd'hui, cette approche pluridimensionnelle du risque hémorragique doit rester donc à l'esprit des prescripteurs. Donc l'anticoagulant n'est pas seul coupable, il est co-responsable. Et lorsqu'on a un saignement sous antithrombotique, bien entendu, il faut que cette gestion à la fois donc, du risque hémorragique et cette approche diagnostique soit la même que ce soit anticoagulant AVK ou AOD. Mais le profil par lui-même du médicament, j'ai bien compris que le saignement, tous les saignements sont des saignements, on peut dire ça comme ça, mais le profil du médicament va avoir une importance sur la façon de stopper ou de combattre le saignement. Bien sûr, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces AOD sont des petites molécules qui vont pénétrer à l'intérieur même donc, de la lésion et ils vont stériliser la génération de thrombine, par exemple, en inhibant le facteur DISA ou même la thrombine elle-même. Alors que les antivitamines K, eux, ne font que réduire la production des facteurs de la coagulation, mais une fois que le caillot est formé, le caillot ne sera plus modifiable. Alors que là, l'AOD pourra donc, sur une lésion ulcérée par exemple, où il y a déjà la formation d'un caillot,
pourra rentrer au sein de ce caillot et inhiber, éteindre donc cette génération de thrombine, du coup fragiliser ce caillot et faciliter du fait donc par une stimulation mécanique, faciliter le ressaignement. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi, par exemple, on assiste à des saignements digestifs chez des patients qu'on n'observait pas sous antivitamine K, mais qu'on observe sous AOD. Parce que probablement qu'il y a des lésions qui étaient jusqu'alors masquées sous antivitamine K, qui ont été révélées sous AOD. Alors, on parle maintenant beaucoup de réversion, d'antidote. Quelques mots, là aussi, pour fixer le paysage de cette problématique. Alors, la gestion aujourd'hui donc des hémorragies sous antithrombotiques reste la même quelle que soit la nature de l'antithrombotique. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on va essayer donc ce que j'ai appelé moi la théorie des 5C. Il faut comprendre donc la genèse et le contexte d'apparition de cette hémorragie et ensuite il faut la combattre pour contrôler le saignement. Et bien pour cela on va rétablir une hémostase en substituant les facteurs qui sont peu fonctionnels ou peu présents donc, au sein du compartiment vasculaire. Donc c'est ce que j'appelais une substitution active et essayer donc de rétablir donc, cette capacité hémostatique. Aujourd'hui, avec les AOD, on a la possibilité d'avoir une action de réversion spécifique avec notamment donc, ce qu'on appelait les antidotes qui sont en fait rien de plus que des agents de réversion spécifiques. Voilà, c'était pour introduire le mot, que déjà on ait les idées claires là-dessus, mais bien entendu on va en reparler dans la suite du programme. Je suis maintenant avec Emmanuel Touzé. Bonjour, Emmanuel Touzé, professeur de neurologie à Caen. Et on va donc parler, bien entendu, la première question, toute simple. Risque ischémique, d'accident ischémique cérébral, anticoagulant oraux direct versus antivitamine K. Le bilan des neurologues sur cette question directe, c'est quoi maintenant ? Bien, je dirais que les neurologues vasculaires ont largement adopté les anticoagulants oraux directs et c'est une prescription qu'on en indique en première intention quasiment et on réserve les AVK aux contre-indications. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les études ont largement démontré la non-infériorité des anticoagulants oraux directs. Et puis surtout, ce qui est important pour nous, c'est la réduction du risque d'hémorragie cérébrale, on en reparlera sûrement tout à l'heure, et puis la simplicité d'utilisation, puisqu'on n'a plus besoin de faire des relais entre héparine et anticoagulant oral. Ces relais étaient source de complications hémorragiques et source aussi de prolongation d'hospitalisation. Donc la simplicité a réellement fait que cette thérapeutique a été largement adoptée par notre communauté. Alors une question qui est spécifiquement la problématique des neurologues, mais qui intéresse les cardiologues, parce que souvent ils ne savent pas exactement quels sont vos choix, les dates, etc. Après un AVC ischémique, que fait le patient, quand est-ce que vous débutez l'anticoagulant ? Alors il y a deux cas de figure, le patient qui était anticoagulé avant ou le patient qui n'était pas anticoagulé avant. Je pense que si la communauté cardiologique n'a pas les idées claires, c'est aussi parce que les neurologues n'ont pas de recommandations extrêmement précises. Toutes les préconisations que l'on peut donner sont surtout basées sur l'expérience. Alors, il y a plusieurs règles qui ont été proposées. Il y en a une qui a été proposée plus récemment qui est assez simple. Si l'accident est un accident de type transitoire, c'est-à-dire sans infarctus sur l'imagerie, eh bien, on peut démarrer tout de suite le traitement anticoagulant, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de risque de transformation hémorragique d'une lésion. Si l'infarctus est dit mineur, alors ça, on utilise un score qui s'appelle le score NIHSS, avec un score inférieur à 8, on attend le 3e jour. Et après, on arrive dans les infarctus plus graves, et on peut là encore dichotomiser entre des infarctus modérés avec un score entre 8 et 16 ou un score supérieur à 16. Dans les deux cas, il faut différer, et différer avec une imagerie de contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas une transformation hémorragique importante. Et dans ce cas-là, dans un infarctus modéré, on attend le 6e jour et dans un infarctus plus grave, le 12e jour. C'est la règle des 3, 6, 12. C'est assez précis quand même. Oui, ça permet d'avoir une idée, même si forcément on va s'adapter parfois au cas par cas aux patients. Ok. Alors ma dernière question, elle est sur antidote, mais on a vu déjà auparavant que ce n'était pas forcément le bon mot à utiliser, agent de réversion.
Le point de vue des neurologues sur leur utilisation, et le cas de figure évident, c'est le patient qui fait un AVC ischémique, qui était anticoagulé. On va parler aussi, bien sûr, des accidents hémorragiques. Comment vous voyez le positionnement de ces outils, de ces agents, vous, neurologues? Alors, je vais commencer par la situation qui est peut-être la plus simple, c'est l'accident hémorragique. On sait que les accidents hémorragiques qui surviennent sous anticoagulants sont plus graves parce qu'en fait, l'hématome va s'accroître de façon plus importante que chez un patient qui n'est pas sous anticoagulant. Même si on n'a pas d'études cliniques randomisées extrêmement solides, il y a quand même un certain nombre d'arguments qui laissent à penser que c'est mieux de réverser. Et ça, on le faisait déjà avec les AVK, et donc on passait des concentrés de produits prothrombiniques. Donc ça, c'est la recommandation pour les AVK. Pour les AOD, jusqu'à récemment, en fait, c'était la même recommandation d'utiliser ces produits puisqu'on n'avait pas d'antidote spécifique. Et aujourd'hui, en tout cas, la Société française de neurologie vasculaire préconise l'utilisation du lidarisumab chez les patients qui prennent du dabigatran. Pour l'ischémie, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on manque cruellement de données. Chez les patients qui sont sous AVK, il y avait une recommandation de toutes les sociétés pour dire que si l'INR était inférieur à 1,7, on pouvait faire la thrombolyse parce qu'on considère que le risque hémorragique n'est pas trop important, même si ça n'a jamais été évalué dans les essais randomisés. Pour les AOD, on n'a pas d'INR, d'équivalent d'INR, et donc en fait, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Le premier élément à prendre en compte, c'est déjà la dernière prise, l'heure de la dernière prise, la fonction rénale. Et puis, beaucoup plus important encore, c'est où est le patient. Est-ce qu'il est dans un endroit où on peut faire une thrombectomie mécanique, qui est l'alternative à la thrombolyse? Et l'utilisation d'un antidote, on peut la recommander, même si pour l'instant ce ne sont que des observations, uniquement chez les patients sous dabigatran. Mais on a travaillé avec la Société française et le groupe français d'hémostase sur des préconisations et l'antidote a une place. D'accord. Donc je crois qu'on va en rester là pour le moment. Il y a encore beaucoup de développement à attendre puisque on est dans le début de l'utilisation, même s'il est maintenant disponible, ce produit. Mais je suis sûr qu'on va voir apparaître un certain nombre de publications sur l'utilisation pratique de cet agent de réversion. Merci. Merci. Je suis maintenant avec Robert Benamouzig, qui est professeur de gastroentérologie à Vicenne, à Bobigny. On va donc parler des problèmes des gastroentérologues avec nos anticoagulants que nous, les cardiologues, prescrivons. Il y a différents points à discuter. Le premier, le plus direct, c'est, sans jeu de mots, c'est est-ce qu'il y a des particularités dans les hémorragies digestives chez les patients qui sont sous anticoagulants oraux directs? Alors oui, on a des particularités, c'est-à-dire qu'on connaissait bien l'hémorragie sous anticoagulants, enfin on sait que c'est une situation préoccupante, que c'est un gros problème dans la iatrogénie, puisque on estime que c'est environ 30% de la iatrogénie globale, et on s'est aperçu qu'il y avait un petit surrisque avec les AOD versus les AVK. Et ça a un peu perturbé les gastroentérologues parce qu'ils n'étaient pas bien au courant de la littérature plus vasculaire qui montrait l'intérêt des drogues. Donc déjà, il y avait un petit décalage dans la transmission du savoir scientifique et même un décalage psychologique. Donc ça a l'air de rien, mais ça complique un petit peu le problème, au moins au départ. Maintenant, cette étape est passée et on est juste en train de se rendre compte que la typologie des hémorragies, qui n'est pas encore très très bien décrite d'ailleurs, est probablement un peu différente. Par exemple, on sait que sous AOD, on a autant d'hémorragies basses que d'hémorragies hautes, alors que classiquement, sous AVK, c'était beaucoup plus d'hémorragies hautes. Donc il y a des petites particularités qu'on est en train d'affiner, mais qui ne sont pas encore, je vais dire, bien décrites en termes gastro-entérologiques, même si en termes médicaux généraux, on les connaît bien. D'accord. Bon, donc des mécanismes peut-être différents, mais ça c'est un autre sujet qui mériterait de plus long développement. Ok. Alors maintenant, si on parle des patients, tout le monde le sait, mais est-ce qu'on peut recibler un peu quels sont les patients qui sont à risque d'hémorragie digestive? Ah oui, oui.
Oui, certainement, puisque en fait, bon, c'est des choses classiques, mais l'âge, l'âge est à l'évidence un facteur de risque. Et d'ailleurs, ce surrisque, il est d'autant plus important que la population considérée est âgée, ce petit 25% en plus. Après l'insuffisance rénale, mais pour des raisons de pharmacologie des produits, le petit poids, c'est-à-dire les gens de faible gabarit, et puis, bien sûr, les associations avec les anti-agrégants, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qu'on connaissait déjà d'ailleurs avec les AVK traditionnels, mais se retrouve parfaitement avec les AOD. Et enfin, à moindre degré, parce que c'est plus rare, l'insuffisance hépatique sévère. On va venir, j'allais dire, au plus gros du sujet, et ce qui intéresse le plus directement les cardiologues, c'est la conduite à tenir quand nous, on a un de nos patients qui va avoir une coloscopie, par exemple, des conseils, des échanges qu'on peut avoir avec le gastro-entérologue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? On n'arrête pas? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire le point là-dessus? Alors oui, pour l'endoscopie, on va dire à froid, c'est effectivement quelque chose qui est du quotidien. Je rappelle qu'on fait plus d'1 million de coloscopies tous les ans, qu'on fait plus de 400 000 fibroscopies, donc c'est vraiment du tous les jours, tous les jours. Alors, pour les examens, on va les séparer en 2 parties. Faible risque hémorragique et risque hémorragique augmenté. Faible risque hémorragique, c'est le diagnostic. C'est la fibro de diagnostic, c'est la coloscopie de diagnostic. Et dedans, on va mettre, quand on aura rencontré un polype de petite taille, la résection du polype de petite taille. Pour nous, la petite taille, c'est en dessous du centimètre. De l'autre côté, le haut risque, c'est le haut risque qui va être lié à la procédure interventionnelle. Alors bien sûr, le cathétérisme biliaire ou pancréatique, bien sûr la ponction sous écho-endoscopie, bien sûr la gastrostomie par exemple endoscopique, ou encore des techniques de dissection sous muqueuse, qui sont des techniques où on a une hémorragie assez fréquente, et donc effectivement il n'est pas question d'exposer nos malades à un surrisque lié à l'AOD. Du coup, on va avoir besoin, en fonction de ce risque de l'exploration et de l'intervention endoscopique, de gérer le traitement anticoagulant. Alors, avant, en AVK, on était très habitué, il y a des procédures, tout le monde était au courant. Là, pour l'instant, on est un peu embêté et il faut se dire qu'on peut simplement arrêter l'AOD la veille et reprendre le soir de la procédure, au plus tard le lendemain matin. Donc, une interruption très courte. D'accord, donc une simplification. Une très grande simplification. Avec quand même, on est d'accord, le problème de l'insuffisance rénale, avec où les il problèmes faut en tenir compte sur la vitesse d'élimination. Absolument, avec le problème de l'insuffisance rénale, avec le problème du sujet très âgé, où là on doit peut-être se donner plus de sécurité. Très bien. Donc voilà, message simple, en clair, pour l'immense majorité des patients, on peut se contenter d'arrêter l'AOD 24 heures avant, pour qu'on puisse rassurer le gastro-entérologue sur le fait que ça se passera bien. Je suis maintenant avec Pauline Deras, qui est anesthésiste réanimateur à Montpellier, et avec qui on va donc discuter des situations auxquelles l'anesthésiste réanimateur peut être confronté chez les patients qui ont été mis sous anticoagulants. Alors peut-être que la première façon d'aborder les choses, c'est de nous dire quelles sont les situations qui peuvent donner lieu à risque hémorragique. Alors, les situations à risque hémorragique que nous rencontrons urgentistes ou anesthésistes réanimateurs sont nombreuses. On a aussi bien des cas post-traumatiques, on peut avoir aussi des hémorragies spontanées. Nos amis neurologues et gastro-entérologues en sont également confrontés. Mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'hémorragie grave. C'est celle qui sera définie par une abondance importante du saignement, une localisation grave par son risque de retentissement vital ou fonctionnel, l'absence aussi d'hémostase facilement réalisable ou une transfusion nécessaire et abondante. Donc pour ces situations-là, c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, on a le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire qui a énormément œuvré pour faire des recommandations claires et précises, où dans notre gestion de ces hémorragies, bien évidemment, il faut s'axer sur les mesures de réanimation et de transfusion. Bien évidemment, il faut aller au plus vite sur un geste hémostatique. Mais il faut aussi prendre en compte le surrisque de ces patients sous anticoagulants qui peuvent avoir un saignement plus important. Donc c'est toute la place des concentrés de complexe thrombinique, alors qui ont certains inconvénients thrombotiques. Et puis, depuis peu, l'antidote, l'idatuximab, qui va éclaircir un petit peu nos stratégies pour ces patients les plus graves. D'accord. Alors, une fois qu'on a défini ces patients,
je propose qu'on parle de 2 sujets. Oui. Qui sont les problèmes posés par la chirurgie programmée et puis peut-être après la chirurgie en urgence. Alors, chirurgie programmée, quelle est la feuille de route compte tenu de ces anticoagulants oraux directs? Là encore, le groupe d'intérêt en hémostase préopératoire a beaucoup œuvré ces derniers mois. Maintenant, les recommandations sont claires, tout simplement parce qu'on commence à avoir un recul sur ces patients et sur la façon dont on peut gérer les choses en périopératoire. Donc, il faut déjà différencier le risque hémorragique faible du risque hémorragique élevé. Parmi les faibles, ça va être les actes dentaires, ça peut être des actes d'endoscopie simple, des chirurgies cutanées, la cataracte. Là, c'est pas de prise la veille, au soir et le matin de l'acte invasif. Et on peut reprendre les choses 6 heures après le geste aux horaires habituels. Pour les risques hémorragiques plus élevés, il faut prendre en compte la clairance de la créatinine de nos patients et le type d'anticoagulant qui est utilisé. Pour les anti-DISA, on pourra faire un arrêt à partir de J-3 et pour le dabigatran, il faudra bien avoir la clairance de la créatinine de notre patient pour déterminer entre J-4 et J-5. Ce qui est important avec les anticoagulants au direct, c'est qu'il n'y a pas de relais par HBPM en préopératoire. On ne fait pas de dosage non plus, puisqu'en suivant ces règles, et si le patient a une fonction rénale normale, il n'y a a priori pas de risque hémorragique pendant l'intervention. Pour la reprise en post-opératoire, les choses là aussi sont simples. Si dans les 24-48 heures, on peut reprendre l'anticoagulant oral, on peut le faire. Et sinon, on peut faire un relais HBPM temporaire, le temps d'équilibrer l'hémostase. Et donc, si j'ai bien entendu, pour vous, sur geste peu hémorragique, l'arrêt 24 heures avant, quelle que soit la fonction rénale? Quelle que soit la fonction Quelle rénale. que soit la fonction rénale. Ouais. Sauf peut-être chez les gens quand même très âgés. Bien avec un évidemment, truc. sauf chez les patients pour lesquels l'anticoagulant oral serait contre-indiqué. Évidemment, je vois ce que vous voulez dire. C'est pour la simplification, on peut le voir comme Oui. ça. Je crois qu'il faut quand même regarder la fonction rénale de Il toute faut façon. toujours avoir une fonction rénale de toute façon de nos patients sous anticoagulants. Ok. C'est le moyen de surveillance de ces patients. Alors, on en vient au plus compliqué, évidemment, c'est chirurgie en urgence. Le patient qui arrive aux urgences, Oui. Il faut l'opérer rapidement, Oui. il est anticoagulé. Tout à fait. Donc la chirurgie en urgence, il faut déjà connaître le type de chirurgie à réaliser. C'est ce qui va déjà être très déterminant dans la stratégie. Il faut distinguer les chirurgies à risque hémorragique très élevé, où finalement l'hémostase risque d'être difficile. C'est le cas de la neurochirurgie, de la chirurgie hépatique. Là, clairement, il faut antagoniser l'effet anticoagulant, donc soit par l'idarusuximab pour le dabigatran, soit par les concentrés de complexe prothrombinique à une dose élevée à 50 unités kilo, et réaliser le geste dans un deuxième temps. Pour les chirurgies à risque élevé, type digestif, orthopédique, il est important, si on peut, de reculer le geste d'au moins 8 heures. Si ce n'est pas possible et que c'est un geste urgent, on commence le geste et on pourra, si le saignement est anormal et attribuable à l'effet de l'anticoagulant, antagoniser par les 2 moyens que je citais juste avant. Pour tous les autres cas, et encore une fois, si la fonction rénale du patient est normale, on peut a priori réaliser le geste sans délai pour les risques faibles hémorragiques. Très bien, je crois que vous nous donnez un cadre particulièrement clair et précis. Donc il y a les recommandations du GIHP qui sont à jour actuellement. Tout à fait. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller les voir, puisque effectivement, comme nous l'a montré Pauline Doras, on a maintenant un cadre parfaitement précis pour ces situations. Alors, est-ce qu'on peut tirer une conclusion de ce qu'on vient d'entendre? Je crois que oui, il y a des points forts qu'on a entendus. Premièrement, hémostase, paysage de la coagulation, de l'anticoagulation. Au jour d'aujourd'hui, on dispose d'un agent de réversion, ce qui a changé beaucoup les choses. Pour la gastro-entérologie, on a vu que maintenant, les conduites sont bien standardisées avec la notion de l'arrêt du médicament sans relais, ce qui est maintenant possible, vu la demi-vie courte des anticoagulants oraux directs. Les neurologues, on a vu que c'était des chauds partisans des anticoagulants oraux directs, principalement, bien sûr, sur l'argument de la diminution des hémorragies intracérébrales que l'on a observé dans les essais et qu'on a retrouvé dans ce qu'on appelle la vraie vie avec ce type de médicament. Et pour l'anesthésie-réanimation, vous avez vu également, pas de relais pour ce qui est la chirurgie programmée. Et pour la chirurgie en urgence, on revient sur ce qui a été discuté au début pour l'hémostase, c'est-à-dire maintenant la possibilité d'utiliser l'agent de réversion qui là aussi change la situation.